Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle émission Top Sécu en cette rentrée de septembre. Pour cette nouvelle émission, j'ai décidé d'inviter Christophe Thibault. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Christophe, vous êtes directeur France d'Axon. Axon, beaucoup de personnes connaissent, mais on va revenir un petit peu sur l'histoire et dire où vous en êtes et où vous serez demain. Avec plaisir. Et puis, j'ai le plaisir également d'inviter aujourd'hui Alain Staron. Bonjour Alain. Bonjour Virginie. Alors Alain, je rappelle que vous êtes fondateur et président d'Artifil. Et on va rappeler ce qu'est Artifil. Alors, je vais commencer par vous, Christophe. Comme je le disais, vous êtes directeur France d'Axon. Axon, un gros groupe aujourd'hui, un groupe américain. Ce que j'aimerais, c'est que vous rappeliez un petit peu l'histoire. Comment le fondateur Rick Smith a décidé un jour de créer cette société. Oui, alors c'est vrai que Axon a été créé en 1993, donc par Rick Smith, suite à... En fait, c'est né d'une histoire un peu tragique où en fait deux de ses amis du lycée ont été tués à l'arme létale. Et en fait, il a décidé à partir de là de se dire quelle arme on pouvait développer ou comment lutter face à ce fléau. Et il a décidé d'inventer le pistolet à impulsion électrique Taser. Voilà, alors sa mission, sauver des vies. C'est ce qu'il dit régulièrement. Et effectivement, il y a eu l'invention de ce dispositif pistolet à impulsion électrique qu'on appelle dans le jargon Taser, et qui, petit à petit, est allé vers d'autres domaines également. Et ceci, nous allons le voir. Justement, cette société a démarré avec ces pistolets à impulsion électrique, c'est surtout ceci qu'on connaît, mais la volonté aujourd'hui d'Axon est de construire un écosystème connecté dédié à la sécurité publique. Oui, tout à fait. C'est à la fois basé sur les besoins du terrain, parce qu'on adresse principalement les forces de l'ordre, les forces de sécurité et les forces de sûreté. C'est effectivement être à l'écoute des besoins et aussi de l'évolution technologique. Ce qui a fait que depuis 30 ans, on ne cesse de développer l'écosystème et dans les 30 prochaines années, on va encore élargir l'écosystème et avec toujours une devise, en tout cas, de sauver des vies, plus de transparence, accélérer la justice. Voilà, alors on le voit, hein, les solutions aujourd'hui que vous apportez sont tout un panel dédié à la sécurité publique, hein, donc force de l'ordre, mais également police municipale, un petit peu sécurité civile aussi. Vous êtes sur différents dispositifs avec des caméras piétons embarquées, la gestion numérique des preuves, des outils de coordination, et vous avez de plus en plus recours à l'IA. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que pour le cheminement de l'arme pour arriver jusqu'à l'IA, on peut se dire mais pourquoi et comment il s'avère qu'à partir du moment où on a développé le pistolet à impulsion électrique, on s'est rendu compte que c'est bien utiliser une arme de force intermédiaire comme le taser, c'est bien, mais c'est aussi important d'avoir des preuves du contexte d'utilisation. Bien sûr. C'est ainsi qu'ensuite on a commencé à développer des caméras, donc des vecteurs vidéo, à la fois dans la crosse au début de l'arme et ensuite avec des caméras piétons. On était parmi les premiers à développer les caméras piétons. Ça a permis au moins de voir plus de transparence, à la fois pour le policier et pour l'individu qui peut être interpellé. Et face à la multiplication aussi de ces vecteurs vidéo, donc en caméra piéton, ensuite les caméras embarquées, capter des images à partir de drones, on s'est rendu compte qu'il y a une multiplication de ces preuves numériques. Et aujourd'hui, d'après une étude de l'Union européenne, dans 85% des cas, il y a au moins une preuve digitale. Donc il y a un enjeu fort avec de plus en plus de preuves, et donc il y a un enjeu aussi important de gérer, sécuriser ces preuves, garantir la chaîne de traçabilité et aussi garantir l'inaltérabilité de ces preuves numériques. Et donc face à cela, effectivement, considérer, développer un outil dédié à ce besoin, et ensuite la force de l'IA, qui est aujourd'hui illimitée, où on se rend compte qu'on peut développer des solutions pertinentes, non pas pour remplacer des agents sur le terrain, mais au contraire les aider, les accompagner et être plus sur le terrain, faire leur métier plutôt que de faire de l'administratif ou d'autres tâches sur lesquelles, à la base, ils ne sont pas forcément formés ou pas équipés. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Effectivement, l'humain est la base et on est sur des systèmes, et on le verra aussi après avec Alain, qui vont être dans la complémentarité de cette sécurité. Alors Axon est arrivé en France un petit peu plus tard,
93 la naissance, 2004 arrive en France, et puis on n'est pas aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter à la législation. Comment est-ce que vous avez pu faire pour vous adapter à cette législation française? Alors, c'est vrai qu'on est arrivé un peu plus tard, en 2004, et paradoxalement, la France était un des premiers en Europe à adopter le taser. Donc a été plutôt visionnaire, et aujourd'hui, c'est une arme qui est largement publicitée par les forces de sécurité intérieure. L'adaptabilité, c'est effectivement, première chose, vous avez raison de souligner, le cadre légal, le cadre d'utilisation est différent. Alors, en Europe, en fonction des pays, c'est à peu près similaire, mais néanmoins, effectivement, en France, c'est quand même très différent des États-Unis. C'est déjà d'écouter la manière dont on utilise une arme de force intermédiaire, comment on respecte l'ordre et comment on intervient en fonction des situations, qu'on soit policier ou gendarme. Donc c'est de bien comprendre le cadre légal, de s'adapter. Il y a un enjeu également, comme maintenant on est sur des solutions cloud ou des solutions d'intelligence artificielle, c'est aussi, avec les enjeux que l'on connaît aujourd'hui de souveraineté, de s'adapter. Aujourd'hui, Axon s'est engagé dans le cadre du pacte européen sur l'intelligence artificielle pour une IA responsable, éthique. Et aujourd'hui, on considère que c'est indispensable. C'est indispensable. Donc on vous fait confiance sur cet aspect aujourd'hui? Alors, il faut travailler. Je ne dis pas que c'est forcément naturel, puisqu'effectivement, comme vous l'avez expliqué, on est une société à la base américaine. Donc, dans les enjeux de souveraineté, on connaît les règles aujourd'hui en France et en Europe. Donc, ça peut se faire aussi à travers des partenariats avec des entreprises en France. Donc, il y a un travail aussi pédagogique pour expliquer la manière dont on fait les choses. Et ça fait partie aussi de notre quotidien en discutant avec les institutionnels, avec la sécurité civile. Enfin, avec la société civile, pardon. Merci Christophe. Il y a eu justement à différentes étapes des polémiques, des inquiétudes. Et notamment, là, on revient sur le fameux taser, qui est la base. Comment est-ce que vous avez fait pour finalement dédramatiser, puisqu'il y a eu quelques décès liés à l'utilisation du taser? Comment est-ce que vous faites au quotidien pour expliquer que cette arme, finalement, n'est pas létale? Alors, c'est effectivement un point qui est important. Aujourd'hui, c'est l'arme de force intermédiaire la plus étudiée au monde. C'est-à-dire qu'il y a plus de 900 études médicales indépendantes qui ont été réalisées sur le taser. C'est immense. Que ce soit dans tous les pays aujourd'hui, il y a eu des études qui ont été faites. Donc déjà, c'est pour rassurer sur la manière dont ça fonctionne, le niveau de létalité. On insiste énormément aussi sur la formation dans le cadre d'utilisation. Un exemple précis, lorsque vous tirez, un individu est touché par un taser, en fait, c'est ce qu'on appelle une rupture neuromusculaire. C'est-à-dire que vous êtes figé, vous n'avez plus le contrôle de vos muscles. La conséquence directe, pendant 5 secondes, c'est comme un sport élec version un peu plus. Et en fait, comme vous ne pouvez pas contrôler vos muscles, le réflexe, la conséquence, c'est que vous tombez. Donc, dans la formation, un individu qui serait en haut d'un pont ou qui serait sur un toit, on préconise bien évidemment de ne pas utiliser le taser pour éviter effectivement les conséquences. Donc, c'est aussi beaucoup de formation. La formation, aujourd'hui, on investit énormément aussi dans la réalité virtuelle. Parce qu'on sait très bien que les enjeux de formation pour les forces de l'ordre, c'est aussi un enjeu important de temps, de ressources, de moyens. Donc c'est aussi des éléments que l'on propose. Et dernier point, c'est chaque cas, nous on est toujours à disposition de l'organisation lorsqu'il peut y avoir un incident pour comprendre, pour les aider à comprendre. Eux, effectivement, il y a une enquête. Nous, on est là en tant que support pour expliquer au niveau technologique comment ça fonctionne et amener toutes les informations qui pourraient être demandées. La formation, vous l'avez dit, c'est un point essentiel par rapport à cette arme de catégorie B. Oui, tout à fait. B6. Elle est obligatoire. Oui, alors, elle est obligatoire. Nous, en tout cas, après, ça reste la manière dont il y a différents niveaux. Nous, on forme des instructeurs, donc c'est que ce soit des forces de l'ordre, de police municipale ou même de la pénitentiaire, par exemple. Et ensuite, les instructeurs, eux, forment les utilisateurs finaux selon la doctrine qui leur appartient, sur laquelle, bien évidemment, on n'intervient pas. Ils vont définir la doctrine d'usage par rapport aux règles d'usage de telle et telle organisation. Donc, elle est obligatoire. Aujourd'hui, c'est inconcevable que quelqu'un utilise, aussi professionnel soit-il, utilise le taser sans formation au préalable. Merci Christophe. Alain, une réaction par rapport à ceci? Très impressionné par l'aventure et le succès.
Alain, alors, venant de vous, en plus, quelle belle aventure, parce qu'en plus, vous avez commencé alors récemment, beaucoup plus récemment, mais en plein Covid. Absolument. Nous, on n'a que 4 ans et demi. Donc on est vraiment une toute jeune start-up. Et effectivement, 2020, un concours genre Top Chef. On est une centaine sur la ligne de départ. Tous les mois, il y a un pitch et on en élimine la moitié. Voilà. Organisé par Bouygues Télécom qui se disait comment je fais pour innover dans le monde de la sécurité. Voilà. Et vous avez trouvé une solution. Il vient de vous dire voilà, je cherche un système de télésurveillance pour les particuliers, mais aussi après pour les professionnels. Vous allez aller beaucoup plus loin. Comment, en un tour de main, vous avez cette idée? Alors en fait, c'est le disrupteur qui fait correctement son métier commence par regarder le point de douleur. Donc on n'est pas une idée qui cherche un problème. On regarde s'il y a un problème. Et en fait, dans le monde de la sécurité grand public, on a vu 2 problèmes qui sont liés. Le premier, c'est que quand vous voulez utiliser votre alarme, il faut l'activer. Au XXIe siècle, être esclave de sa machine, c'est totalement dépassé. Et le deuxième problème qui est lié, c'est quand vous l'activez, vous faites parfois des erreurs. Et en fait, votre système appelle un centre de télésurveillance en moyenne une fois tous les 45 jours par site. Comparé au nombre de cambriolages, il faut donc considérer qu'un centre de télésurveillance ne fait qu'à répondre au problème de « j'ai oublié mon code ». C'est quand même, sur le plan économique, une vraie gabegie. Donc, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait inventer un système qui n'a plus besoin de s'activer. C'est ce qu'on a fait. Et on a gagné le concours. Voilà, vous avez gagné le concours, vous avez commencé à développer, puis vous commercialisez 1 an après, à peu près, en octobre 2022. C'est quand même ultra ambitieux, en plein Covid. On gagne le concours sur un PowerPoint. On va faire la première alarme qui ne s'active pas, c'est-à-dire qui marche tout le temps. Ce qui, dans le métier, est perçu comme impossible. On m'a dit plus tard que j'étais un rayon de soleil dans cette profession, qui ne pensait pas que c'était possible. Mais c'est souvent ça. Et donc, on commence par tester. Alors, on détourne un autre appareil qui faisait rien à voir, qui faisait de la localisation de containers. On détourne, on change de logiciel, on fait marcher sur une centaine de copains, leur porte, et ça marche. Et donc, du coup, on se lance en plein Covid. Et j'avais dit, dans 1 an, on aura le produit. 1 an après le PowerPoint, on aura le produit physique sur étagère, c'est du hardware. Évidemment, quand nos fabricants de composants nous ont dit il y a 60 semaines de délai, 60 semaines, on a pris un sacré coup dans l'aile. Donc on a perdu 1 an de plus. On a mis 2 ans pour sortir le produit. Vous avez perdu 1 an, mais bon, vous vous êtes vite rattrapé, Alain. Quels ont été, en dehors effectivement de ce timing et de cette période quand même très compliquée, c'était un sacré challenge, quelles ont été les autres difficultés? Les télésurveilleurs, par exemple. Ah oui, non mais c'est un vrai sujet. En fait, c'est un vrai sujet. Un disrupteur, ça bouscule une rente. Oui. Donc cherchez les rentiers et vous allez trouver vos ennemis. Bon, donc nous, on a un système. Donc c'est un petit boîtier totalement autonome, tout en un, qui s'installe en 3 minutes. Voilà. Donc le rentier qui est à risque, c'est l'installateur. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il peut passer d'une installation par jour à 100 installations par jour. Donc il peut faire de l'installation en masse et là il change de métier. Mais ça prend un peu de temps. Mais l'autre difficulté qu'on a eue avant ça, c'est on a gagné un concours organisé par Bouygues Télécom, donc B2C, grand public, et nous on vient de nulle part. Allez donc proposer une alarme au grand public d'une marque inconnue. Bien sûr. Ça ne marche pas. Alors on a testé et ça n'a pas marché. Donc on s'est trouvé mal, en plus dans une période où, comme on était en retard, notre investisseur nous a dit ciao, je vous laisse, débrouillez-vous. Donc l'année 2022, deuxième année de l'entreprise, a été une année extrêmement difficile où je n'ai pas beaucoup dormi. Bon. On imagine. Et toujours pareil, c'est comme ça qu'on s'en est sorti. C'est d'abord une rencontre au hasard, à Hacking Paris. J'avais un rendez-vous avec un grand groupe qui n'est pas venu. Le grand groupe à côté, la start-up n'est pas venue. Bonjour, moi c'est Alain. Lui, c'était Ludovic, qui travaillait chez Orange. Septembre 2022. Mars 2023, je fais mon jogging. J'entends à la radio qu'on vole du cuivre chez Orange. Allô Ludovic, aujourd'hui je sécurise des portes, je peux peut-être sécuriser des champs de télécom. Banco. Voilà, en 2023, on gagne le produit. On gagne un premier marché. Juin 2023, on installe des produits. Juillet 2023, ça plante partout. C'est normal. Nos produits s'adaptant à tout sont à base d'IA. Une IA, ça s'entraîne. Et pour s'entraîner, il faut être sur le terrain. Juillet, rien n'a marché. Août, ça y est, ça a marché. Septembre, on chope 2 voleurs. Et octobre, ils nous disent
En fait, on avait une solution, mais on a envie de vous tester. On a un vrai problème très, très sérieux. On va donc faire un appel d'offres. Et novembre, on gagne 100% de l'appel d'offres. Il s'agissait de sécuriser le réseau fibre d'Orange pendant les Jeux Olympiques. La boîte avait 2 ans et demi. Voilà, alors on voit cette belle success story qui est vraiment à mettre en évidence. Enfin, quand vous m'avez expliqué tout ceci, je me suis dit, voilà, il faut vraiment en parler. On a parlé des freins et comment vous les avez relevés, ces défis, en fait, petit à petit, les opportunités. Est-ce que aujourd'hui, enfin, pour créer ceci, quelles ont été les principales ressources aussi bien au niveau humain que financier et partenarial? Vous l'avez un petit peu évoqué, mais quand même, en si peu de temps, ce n'est pas rien. Alors, humaine, très compliqué. Hein. Vous recrutez en Covid, donc vous recrutez des gens à distance. Donc forcément, le risque que ça plante est élevé. Et je dis franchement, on s'est planté un certain nombre de fois sur les recrutements. En même temps, comme on est agile, on change l'équipe. Et puis maintenant, on a une équipe qui marche très bien. Le financier, financier, quand votre actionnaire vous plante, qu'est-ce que vous faites? Vous allez lever de l'argent. À un moment, vous n'avez pas encore de clients, pas encore de produits. Donc, les débuts ont été compliqués. Heureusement, qu'est-ce qu'on appelle la love money, donc les amis. Il y a les business angels, dont c'est le métier. Et je remercie Will Like Startup qui s'est lancé. Et puis surtout, les partenariats. On part de rien. Moi, j'y connaissais rien. Hein. J'ai gagné un concours. Pourquoi? Parce que je me dis, si je mets de l'IA et de l'IoT dans la sécurité, on va faire un truc de sympa. Je ne connaissais rien à la sécurité. Et là, il y a 3 entreprises qui m'ont beaucoup aidé. J'appelle Sotel, télésurveilleur à Toulouse, filiale des caisses d'épargne qui surveille les banques. Et je l'appelle en disant, écoutez, j'ai peut-être un sujet, moi j'ai envie de travailler avec vous, mais je vais vous embêter parce que je révolutionne votre marché. Et Vincent a suivi. Vincent Andrin, qu'on salue. Absolument, il a suivi. Et il accepte de faire ce changement qui est très compliqué, passer du chiffre d'affaires à la marge. Hein, ça coûte beaucoup moins cher, mais globalement, on fait plus de marge. Le deuxième, c'est Jean-Christophe Schwatt, VP SITEX. VP SITEX, qu'on salue également. C'est de lui le rayon de soleil. C'est qu'il dit, nous, c'est très compliqué tout. Alors lui, il sécurise des immeubles entiers. Donc, j'ai fait une fois, hein, on installe un immeuble entier dans la journée. Et le troisième, à un moment, on a quand même fait du grand public, mais ce n'est pas nous qui l'avons fait. On l'a fait à travers une société qui s'appelle Securitas. Et donc là, il n'y a plus de débat. Donc ces trois partenaires sont ceux qui sont vraiment à l'origine de ce qu'on a... Voilà, donc comme quoi les partenariats noués apportent un rayon de soleil, comme vous l'êtes aujourd'hui. Pouvez-vous nous partager quelques chiffres clés sur le chiffre d'affaires, la croissance? Alors, chiffre d'affaires, on ne communique pas. On dit qu'on a fait x4, x5 les premières années, ce qui n'est pas très compliqué. On va encore faire x2 à 3 cette année, puis les années prochaines. Donc on est vraiment en croissance très forte. Aujourd'hui, on est 25, répartis entre Paris et Lyon. Et ça croît très très vite. Alors 25 sur toute la France, mais vous allez bien au-delà. Alors, les équipes sont françaises et aujourd'hui, on vend dans 6 pays. On vend dans 6 pays, en gros, la Scandinavie, l'Angleterre, la Turquie, la Suisse, la France évidemment. Et le prochain risque d'être le Portugal, mais on a toujours un peu de mal de dire en avance ce qui va se passer. Est-ce que vous pourriez donner un ou deux exemples de vraies réussites? Vous en avez un petit peu parlé, Orange, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres exemples avec vos partenaires, justement? Alors, oui. En fait, donc, on est passé du grand public à la protection des infrastructures. Et là, c'est un boulevard. Parce on a gagné un certain nombre de prix d'innovation qui nous ont fait connaître, dont un en Angleterre, Startup of the Year, et on a rencontré à cette occasion British Telecom. Donc, c'est exactement le même problème, même solution. Ouais. En fait, notre sujet, c'est quoi? C'est qu'on permet aux opérateurs d'importance vitale de réduire les interruptions de service liées au vol de cuivre. C'est aussi basique que ça. Et en fait, ce qui fait que la valeur perçue est très importante, puisque ce n'est pas tellement le cuivre volé, c'est qu'ils ne peuvent plus rendre leur service. Plus d'Internet, plus d'électricité, les trains qui ne sont plus à l'heure. Et là, je vous cite quelques-uns de nos clients. Donc, nos succès, c'est quoi? C'est le fait d'être capable d'aider ces opérateurs, ces OIV, à maintenir la qualité de leur service, la continuité de leur service. Et voilà, alors, on ne peut pas trop communiquer. On est aujourd'hui dans 5 verticales. Je peux ajouter donc les fermes solaires, je peux ajouter le rail, le gaz. Et c'est à chaque fois de très très grosses entreprises. On voit aujourd'hui effectivement l'étendue au niveau des différents secteurs d'activité.
vos partenaires sont essentiels, on l'a dit, vos clients aussi, sur lesquels vous pouvez vous appuyer aujourd'hui, puisqu'on sait que dans l'univers de la sécurité, le bouche à oreille, la confiance est essentielle. Est-ce que vous avez des attentes particulières ou des messages à faire passer, c'est le moment, sur Radio Sécurité, auprès de ces partenaires et de ces clients? Alors, concernant les clients, on adore nos clients. Et on est toujours un risque pour eux, ce qui est très compliqué dans le métier de la sécurité, parce qu'on est une boîte toute jeune. On n'est pas encore à l'équilibre économique, donc forcément, on a des acheteurs, c'est encore arrivé la semaine dernière, qui nous disent « Monsieur, je ne peux pas vous confier un produit parce que je ne sais pas où vous allez aller ». Heureusement, la majorité ont compris et le font. On voit qu'on est backupé par des investisseurs, on voit qu'on va être à l'équilibre très très rapidement vu la croissance, donc ce n'est pas un sujet. Il y a des clients dont le problème est, avec notre technologie, certains de leurs actifs vont disparaître. Ils vont se faire disrupter. Et donc certains sont prêts à jouer le jeu et d'autres ne le sont pas. Et donc là, le vrai sujet qu'on a, nous, c'est au-delà que c'est un peu magique que ce qu'on fait, donc il faut un peu de temps, mais maintenant le bouche à oreille, hein, comme vous dites, le bouche à oreille fait le job. Mais c'est quand même, qu'est-ce que je deviens? Enfin, où est mon avenir si le monde va là? Donc voilà, ça c'est côté client. Côté partenaire, ben, le sujet est un peu équivalent, et nos partenaires, ils sont parfois rentiers. Et donc certains, dans certains pays, à certains endroits, ils vont à reculons. Et si je veux aller au bout de l'exercice, parmi les messages à faire passer, aujourd'hui, nos produits sont connectés aux centrales de télésurveillance. Hein, en France, en Angleterre, en Suisse, en Scandinavie, en Australie, enfin partout. Bien. Et ils sont extrêmement simples à installer. Et donc en fait, ils bouleversent un peu le jeu, parce que comme il y a très peu de fausses alertes, le montant à payer est bien inférieur. Donc on transforme le chiffre d'affaires en marge. Il y a plein de gens qui ne sont pas forcément envie de faire ça et donc qui vont en reculons et qui ont envie de nous bloquer. En disant par exemple, eh bien les télésurveilleurs ne devraient télésurveiller que des produits installés par des professionnels. Je viens de dire qu'une de nos forces, c'est ça s'auto-installe. Donc, nos produits ne pourraient plus être télésurveillés. Et ça me rappelle, pardon d'être un peu cash, l'arrivée d'Uber en France, quand les chauffeurs de taxi sont mis à incendier les voitures Uber parce qu'ils n'en voulaient pas. Ils ont mis 2 ans à comprendre que s'ils faisaient eux aussi une appli, ils se prêtaient au niveau. Donc là, un des messages, c'est de dire ne faisons pas les mêmes bêtises que les taxis. Un message fort, effectivement, à bon entendeur. Christophe, bon, vous ne connaissiez peut-être pas Artifil, vous en connaissez un petit peu plus aujourd'hui. Alors c'est amusant parce qu'effectivement, une société américaine qui s'implante en France et là, une société française qui commence à se déployer dans d'autres régions géographiques du monde. Alors on va s'intéresser à Axon en France plus particulièrement, si vous le voulez bien, aujourd'hui, Christophe, puisque vous êtes DG de la France. Aujourd'hui, vous avez plus de 17 000 agences. Alors, à travers le monde, on a plus de 17 000 agences. Alors, on ne communique pas les chiffres par région, mais aujourd'hui, Axon, au global, c'est plus de 4 000 personnes, un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars, donc un petit peu moins en euros. C'est 3 ans que tous les trimestres, on fait une croissance de minimum 25%. Donc, et on est présent effectivement dans plus d'une centaine de pays, en France depuis 2004. Et on a la chance. En France, vous avez plusieurs agences? Alors, aujourd'hui, on travaille avec... on est une petite équipe parce qu'il y a des équipes notamment qui sont transverses à l'Europe. On est une dizaine de personnes, mais néanmoins en France, on travaille évidemment avec le ministère de l'Intérieur. On travaille aussi avec la pénitentiaire, on travaille avec les polices municipales, qui aujourd'hui, en plus, il y a un poids de plus en plus important des polices municipales. On travaille aussi avec les services de secours. Malheureusement, aujourd'hui, dans le cadre de la loi Matras, on peut porter des caméras piétons parce qu'il y a des agressions de pompiers. C'est triste à constater, mais c'est une réalité. On travaille aussi beaucoup avec les transports. Alors, il y a une loi qui a été votée, on attend la publication du décret pour la SNCF et l'ensemble des transporteurs. Donc là, c'est un marché qui... on est vraiment dans le continuum de la sécurité. La dernière composante sur laquelle on a aussi beaucoup de... on nous questionne beaucoup, mais le cadre légal ne le permet pas, c'est la sécurité privée. Et on sent qu'aussi il y a un besoin pour professionnaliser, alors pas forcément de l'armement moins létal, mais ne serait-ce que la caméra piéton, qui peut aussi les aider dans leur quotidien. Très bien, alors on le voit, une vraie
stratégie aujourd'hui de développement sur le marché français? Est-ce que, justement, la question législative, j'y reviens, pardonnez-moi, mais n'est-elle pas un frein par rapport à ce développement? Alors, c'est vrai qu'on est assez disruptif en termes de technologie, ce qui fait qu'on a souvent des solutions, et c'est ça qui est passionnant dans mon métier, c'est qu'on est sur des solutions innovantes, nouvelles, et donc c'est vrai que souvent le cadre légal n'existe pas. Mais après, c'est à force de travail, de pédagogie, d'explication, de faire aussi évoluer. Il y a aussi des process, des organisations en place, et ça prend un certain temps. Mais c'est un travail de longue haleine. Mais l'exemple aujourd'hui de partage de preuves numériques, aujourd'hui on est sur un droit français basé sur l'écrit, il y a effectivement une mutation à faire pour arriver à définir un cadre légal sur comment je gère, comment je fais un cachet sur une preuve qui est à la base physique et maintenant qui pourrait être numérique. Donc il y a plein de choses en parallèle au niveau technologique qui peuvent évoluer dans un contexte, dans un cadre légal qui doit aussi se développer et s'affirmer. Merci Christophe. Alors en préparant l'émission, vous disiez l'avenir de la sécurité publique sera connecté, intelligent et éthique. C'est votre souhait, le souhait d'Axone. Quelle est votre projection à 3 à 5 ans ? Alors aujourd'hui, éthique c'est important parce qu'on a aussi un board éthique au sein d'Axone, parce que dès qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle de vidéo, on dit oui, mais est-ce que vous faites de la reconnaissance faciale? Enfin, c'est des sujets aujourd'hui, on a un board éthique aussi pour nous accompagner et nous guider. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on n'est pas sur... Alors, certains pays sont plus ouverts sur la reconnaissance faciale, mais c'est pas en France aujourd'hui, on n'en fait pas, bien évidemment. L'avenir, c'est aujourd'hui, c'est développer donc l'IA. On va investir encore plus sur l'intelligence artificielle. C'est envisager d'avoir comme un assistant personnel, par exemple, pour un policier ou un gendarme qui pourrait l'accompagner, qui pourrait l'aider, surtout, lui faciliter la vie pour qu'il soit concentré sur sa mission et sur l'interaction aussi avec les citoyens. Et c'est aussi élargir l'écosystème, dans le sens où de la caméra piéton, on est capable de faire de la retransmission en temps réel sur un superviseur vidéo. Donc c'est des choses aussi qu'on pousse de plus en plus, avoir une supervision pour la sécurité et les situations d'urgence. Ça peut être, il y a eu des inondations en Espagne, ça peut être des incendies, et donc d'intégrer toute cette technologie pour plus d'efficacité et au final toujours cette mission de sauver des vies. Le dialogue avec la sécurité civile est quelque chose de primordial pour vous actuellement. Oui, on voit bien, hein, c'est quelque chose de très important. Au niveau cybersécurité, vous avez des investissements également dans ce domaine? Alors oui, aujourd'hui, il y a différents... Enfin, quand on parle de cybersécurité, c'est sécuriser tout le process à partir du moment où... l'exemple que je peux citer, c'est un agent en fait un enregistrement vidéo. C'est de garantir que cette vidéo, au moment où elle est partagée avec un magistrat, comme je le disais, sécurité, inaltérabilité, traçabilité. Et au niveau des outils en tant que tels, de vos solutions? C'est-à-dire au niveau... Excusez-moi, les solutions que vous avez sont-elles robustes en matière de sécurité numérique? Oui, alors on est sur des marchés publics, on est bien questionné sur ces sujets-là, et aujourd'hui, si on a gagné des marchés significatifs, c'est que je pense qu'on est bien aligné sur ces objectifs et ces prérogatives. Oui. Merci beaucoup Christophe. Alain, même question, votre vision d'ici 3 à 5 ans, puisque vous ne faites qu'accroître, que vous développez également. Oui, la vision, on l'a même projetée à 75 ans. Ah oui, effectivement. C'est précis. Mais vous serez... 2100, très précis. 2100. Et vous serez toujours à nos côtés. Rendez-vous dans 75 ans. Exactement. On se retrouvera tous avec plaisir. L'analyse est toute bête. En fait, notre métier, aujourd'hui, on fait de la sécurisation des infrastructures, mais parce qu'on fait une alarme qui détecte dès qu'il se passe quelque chose. Mais cette alarme, comme elle n'a pas d'activation, elle analyse tout, y compris ce qui n'est pas grave, et elle le transmet. Donc en fait, elle ne fait pas de la sécurisation, elle fait du monitoring, temps réel, de ce qui se passe aux infrastructures, en traduisant en événements compréhensibles n'importe quel choc, vibration qui lui arrive.
Donc on est capable de dire tout ce qui se passe sur n'importe quoi. Moyennant quoi, on peut faire donc du monitoring des infrastructures et donc anticiper les éventuels problèmes qui peuvent se produire. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire d'infrastructure qui se maintient tout seul. Vous avez des équipes de maintenance qui font le tour des infrastructures régulièrement et qui n'y arrivent pas. Le pont de Gênes s'est écroulé, bien le rappeler, l'A14 s'est effondré, il y a même les ailes du Moulin Rouge qui sont tombées. Exact. Pourquoi? Parce que le coût humain de maintenance est déjà trop élevé. En 2100, dans 75 ans, au Suisse des études démographiques, mais il est fort probable, enfin il est possible, pardon, que la population soit divisée par 2. C'est pas du tout ce que dit l'ONU. Mais l'ONU s'est déjà trompé de 10 ans pour la France. On sait depuis le mois de juillet. Donc, si la population est divisée par 2 et que nous sommes tous en majorité très âgés, pardon, je vous mets aussi dans le lot. Ah mais vous pouvez. Nous aurons tous besoin d'infrastructures très robustes et plus personne sera en mesure de les sécuriser ou de les maintenir. On aura besoin de systèmes autonomes, intelligents, auto-apprenants qui fassent le job. Et ça, c'est artificiel. Donc notre vision, elle est long terme. Et qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On se rapproche de cette vision. On commence à faire du monitoring au-delà de la sécurité. On fait toutes les infrastructures essentielles, toutes, et on apprend à chaque fois. Voilà. Et j'imagine, même question que j'ai posée tout à l'heure à Christophe, puisque vous utilisez l'IA aujourd'hui, vous êtes sur une technologie numérique, que la robustesse est bien présente au niveau des systèmes. Ah oui, alors on fait de l'IA embarquée. C'est-à-dire que le calcul se fait au niveau du capteur. Donc tout se passe dans le capteur, rien ne sort de l'iPhone, ce qui se passe dans l'iPhone ne sort pas de l'iPhone. Nous, c'est pareil, les analyses se font. Alors évidemment, il y a une connexion à des serveurs qui permet de mettre à jour les modèles, mais tout se fait très localement. On est redondant un peu partout, enfin on suit toutes les préconisations qui vont bien, et nous commençons à avoir des clients qui nous demandent d'être sur leur serveur. Et donc c'est le coup d'après, voilà. C'est un système totalement étanche. D'accord, très bien. 3 mots pour la fin qui qualifient votre ADN. Ah bah c'est la baseline d'Artifil. On est secure, au sens non seulement sécurité, mais monitoring, c'est-à-dire empêcher que ça tombe en panne. On est smart, bêtement, on met de l'IA embarquée dans tous nos produits. Et on est easy. Un de nos motos, c'est que la technologie s'oublie. C'est pas que elle s'oublie. Vous posez une alarme sur la porte, vous la revenez dans 2 ans pour changer les piles. Vous ne vous occupez pas. C'est vraiment votre force. Et c'est elle qui va vers vous, et c'est pas vous qui devez aller vers elle. C'est une vraie force aujourd'hui, on l'a bien compris. Alain, Christophe, 3 mots. 3 mots. Alors je vais faire un mot en anglais et 2 mots en français. Sharp. C'est des valeurs aussi très fortes au sein d'Axon parce qu'on est vraiment basé sur des valeurs qu'on partage aussi sur chaque employé de l'entreprise. Sharp dans le sens où vif sur l'évolution, les besoins et être réactif. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Le deuxième, c'est l'adaptabilité. Vous m'avez questionné sur justement comment vous vous adaptez par rapport au pays, par rapport aux enjeux, à l'éthique et au cadre légal. Le troisième, c'est très ambitieux, c'est inarrêtable dans le sens où ça fait 30 ans qu'on innove et on se projette déjà sur... Alors, nous, on se limite pour l'instant 30 ans, mais néanmoins, c'est de continuer à investir énormément sur la nouvelle technologie, avec toujours le guide de notre devise qui est de sauver des vies, mais de sauver des vies grâce à la technologie. Donc ça, c'est vraiment ces trois mots qui sont pour nous extrêmement importants et qui nous animent pour le quotidien et pour l'avenir. Merci beaucoup Christophe. Sauvons des vies, je pense que tous les deux vous y contribuez. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau d'Agnew Sécurité. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission Top Sécu sur Agnew Sécurité.